Nous allons donc entamer le premier créneau de la journée, la table ronde. Suite à la table ronde, nous resterons, nous, ici à Lyon, dans l'amphithéâtre pour la partie Café des échanges. Et nous vous retrouverons pour la partie numérique un peu plus tard dans la matinée pour le webinaire où vous découvrirez à votre tour les projets remarquables qui seront présentés et avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Sans plus attendre, je demande à Marilyn Genevrier de prendre la suite et d'animer cette table ronde. Merci beaucoup Anthony, merci. Voilà, tu peux laisser le micro ici, il n'y a pas de souci. Je vais demander à mes intervenants de table ronde tout de suite de nous rejoindre. Juliette Lucot, Mathilde Renaud-Tinacci et Valère Saucira, que vous pouvez applaudir bien sûr. Alors merci beaucoup. Alors il me manque quelqu'un. Alors Mathilde, est-ce que Mathilde est ici ou alors elle est sortie téléphoner? Bon, on va attendre un petit peu. Installez-vous, j'ai une petite introduction à faire déjà pour vous remercier d'être présent. On va parler en effet d'innovation sociale dans cette table ronde. Le titre, c'est « Oser agir pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui ». Apogée a souhaité en effet parler d'innovation sociale, mais je crois plus largement aborder le thème de l'action, la capacité d'action aujourd'hui au sein de ses adhérents dans vos structures. Apogée a souhaité que pendant une heure, nous puissions ensemble, avec Mathilde Renaud-Tinacci qui nous rejoint, nous puissions ensemble révéler quelques leviers finalement pour permettre de se mettre en mouvement malgré la conjoncture. Je ne vais pas vous la rappeler à tous, cette conjoncture, vous la connaissez. Il y a des besoins sociaux qui sont de plus en plus importants et probablement de plus en plus complexes. Vous avez à les prendre en charge dans vos structures de l'ESS. Vous avez des États aussi, et notamment le nôtre, qui a dû ouvrir les robinets pendant un certain temps et aujourd'hui qui doit resserrer aussi la vis et imposer quelques restrictions, vous le savez bien. Une économie qui a été bousculée aussi, et notamment des modes de travail qui ont été bousculés. Le télétravail, vous l'avez aussi, vous, intégré dans vos structures. Des modes de management chamboulés, des modes de financement aussi. On en parlera du financement, bien sûr. Tout cela, ces injonctions vous mettent en tension. On le sait bien, dans les structures de l'ESS comme ailleurs, à la fois vis-à-vis de vos équipes, à la fois vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos financeurs, bien sûr, et vis-à-vis de vos bénéficiaires. Donc on a souhaité, au cours de cette table ronde qui va durer 45 minutes, j'espère pas plus, on va essayer d'être court, mais le sujet est assez vaste. On va aborder et discuter des moyens qui sont à votre disposition pour vous mettre en mouvement. Je vais donc vous présenter les intervenants de cette table ronde qui m'ont rejoint. Juliette Lucot, pour commencer, au centre de cette table ronde. Vous êtes directrice générale adjointe de Viltaïs. Viltaïs est une association qui est spécialisée au départ dans l'hébergement et notamment les foyers de jeunes travailleurs, mais qui a finalement bien élargi le spectre de son intervention avec des actions aujourd'hui qui répondent à des enjeux nouveaux, justement. Et c'est vraiment le sujet de cette table ronde autour de l'insertion professionnelle et de la situation des réfugiés. Vous êtes, vous, assistante sociale de formation avec, et je tiens à le préciser en introduction, avec un master un peu particulier, un master de direction d'établissement un peu particulier, un peu atypique, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Mathilde Renaud-Tinacci, vous êtes sociologue, chargée d'études et de recherche à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est un institut, rappelons-le, qui est associé, mais vous le connaissez bien, adossé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous êtes également chercheur à l'Université de Paris et vous avez travaillé notamment en 2019, me semble-t-il, sur un ouvrage autour de la participation associative des jeunes en France et en Italie, avec une comparaison au niveau européen. Valère Saucira, directeur d'Andesi, merci d'être avec nous, une association de représentants de cadres que vous connaissez sûrement, Andesi, je pense, vous qui êtes dans la salle, et vous aussi qui êtes chez vous en train de nous regarder en duplex, association de cadres et de dirigeants dans le secteur du social et du médico-social. Vous êtes Andesi également un centre de formation, il faut le signaler. Et à ce titre, vous posez sûrement beaucoup de questions sur l'innovation au sein des structures. Vous êtes directeur depuis janvier dernier, c'est tout récent. Bienvenue à vous. Alors, je voudrais
démarrer tout de suite cette table ronde avec cette question qui est un peu large. C'est sur le pourquoi. Pourquoi doit-on oser agir aujourd'hui pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui d'innover quand on œuvre dans le social? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode pour l'innovation sociale? Je sais que vous êtes nombreux à vous poser aussi cette question. Est-ce que ce n'est pas une exigence politique? On est dans un mouvement où il faut innover, mais au final, innover pour peut-être des conséquences assez peu impactantes. Et puis oser agir, est-ce que c'est oser changer? Je vais donner la parole peut-être. Pour commencer, j'ai fait une introduction un petit peu large. Vous pourrez poser des questions à la fin de cette table ronde. Donc n'hésitez pas, on essaiera de se prévoir un petit temps de 5 minutes. Chez vous, pareil, vous qui nous regardez en duplex, vous pouvez poser vos questions. Bien sûr, on va vous faire apparaître le QR code sur lequel que vous pouvez utiliser. Vous allez le voir apparaître sur votre écran. Ce QR code, ou le site d'ailleurs, vous permettra d'accéder à notre espace chat. Posez vos questions, je les verrai apparaître moi automatiquement sur ma tablette. Mathilde Renaud-Tinacci, je voudrais qu'on parle de l'évolution de la vie associative parce que c'est votre cœur de votre sujet phare. Quelle est la situation de l'innovation sociale aujourd'hui dans les structures associatives? Oui, bien sûr. Il est allumé. Il est allumé. Je vais essayer de répondre de manière très concise parce qu'on manque un petit peu de temps, sous un format 3, 2, 1. Peut-être même 0, 3, 2, 1. La première chose, c'est qu'il faut partir d'une base qui a toujours été vérifiée depuis les débuts de l'ESS, c'est que l'ESS est le monde de l'innovation sociale. Ça date pas d'aujourd'hui. On peut ramener ça même à l'âge des corporations sous l'Ancien Régime. Donc ce n'est pas, il y a effectivement aujourd'hui dans les discours un effet de mode, mais l'innovation sociale dans l'ESS, ce n'est pas nouveau. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, pour replacer un peu les choses, c'est mon 3, il existe 3 définitions de ce qu'est une innovation sociale, ce qui permet finalement de faire bouger les lignes. Une définition qu'on dit technologique, donc qui est rattachée en fait à toutes les innovations digitales ou numériques qui sont autour des liens sociaux. Première définition qui était sans doute celle finalement à la base, en tout cas au XXe siècle. Deuxième définition qu'on dit fonctionnaliste, c'est-à-dire comment, et celle qui est aujourd'hui la plus connue, comment finalement une innovation sociale va répondre à des besoins sociaux qui sont mal solutionnés ou insatisfaits dans la société. C'est celle aujourd'hui qui est là très largement déployée. Et ensuite, la dernière définition, c'est celle qui est institutionnaliste, qui va plus loin que la précédente, c'est-à-dire que non seulement on cherche à solutionner un problème, mais on cherche à transformer les cadres qui provoquent ce problème. Donc on a vraiment ces 3 définitions. C'était mes trois premiers points. Ensuite, il y a 2 approches de l'innovation sociale historiquement. Celle qui naît de l'associationnisme, donc de la solidarité démocratique au XIXe siècle, c'est-à-dire que des individus, souvent les plus pauvres, se réunissaient pour changer les conditions de vie. Et de l'autre côté, on avait la philanthropie, basée sur des logiques de bienfaisance et de charité, dans lequel finalement on venait encadrer le paupérisme. Alors je vais dire ça de cette manière-là. Et finalement, ces deux histoires de l'ESS ont abouti à 2 conceptions de l'innovation sociale que vous rencontrez certainement dans vos pratiques. Une conception qu'on dit réparatrice, c'est-à-dire le capitalisme engendre des problématiques, mais il est aussi médecin de ce qu'il engendre. On parle de moralisation du capitalisme, donc il a des fonctions de réparation de ce qu'il engendre. Et donc c'est toute une partie, une fonction réparatrice. On va proposer des innovations sociales, là, en fait, ces espèces de rustines, si vous voulez. Et de l'autre côté, une fonction qu'on dit transformatrice. Donc là, effectivement, on va chercher à changer la base, ce qui provoque les inégalités. Et ça, on retrouve en fait ces 2 dimensions quasiment en termes théoriques, voire même en termes de parti pris politique, dans les différentes structures. Et ensuite, j'en viens à mon 1. Un point de rupture, le point de rupture au XXe siècle, jusque dans les années 70, ce sont les structures de l'ESS qui mobilisent la sémantique autour de l'innovation sociale, de comment on fait bouger les lignes, on transforme. Elles cherchent comme ça à se faire reconnaître, à se faire valoriser. Et grand tournant, ensuite il y a l'ère des mouvements sociaux, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, mais à partir des années 2000-2010, grand tournant autour de l'innovation sociale, ça devient un programme de politique publique.
l'innovation sociale est appropriée par les pouvoirs publics dans une réponse à l'austérité économique. Et en fait, l'innovation sociale va marquer à la fois les financements, les pratiques d'évaluation et d'accompagnement et de soutien à l'ESS au sens large. J'en ai terminé avec mon 1. C'est peut-être ce dernier point d'ailleurs qui est parfois remis en question aujourd'hui. C'est une, comme vous le disiez, une démarche insufflée, impulsée par les politiques publiques. Je voudrais m'adresser à Valère Sauciera sur cette question du pourquoi oser agir. Pour vous qui avez à conseiller et à former les cadres d'aujourd'hui et les dirigeants d'établissements, oser agir, ça fait partie de la mission d'un dirigeant? Oui, en effet, je pense que c'est une des missions intrinsèques du dirigeant. On parle de la fonction particulière, de la place d'exception du cadre, qui du coup, de sa place, doit assumer un certain nombre de rôles et de missions. Et le fait d'oser agir, c'est-à-dire de pouvoir permettre de sortir du cadre existant, est une des responsabilités des cadres et des dirigeants. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas concevoir notre fonction de cadre sans imaginer une évolution dans nos pratiques et dans nos projets. Oser agir, mais pourquoi? Pour répondre à quels enjeux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous identifiez comme... Alors, je pense que je reviendrai sur ce qui a été dit dans le secteur de l'ESS au sens large. Notre volonté, c'est bien de répondre aux besoins sociétaux. Je referai un petit lien sur ce que vous avez dit en 1, qui je trouve assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans une logique de politique qui est insufflée par les politiques publiques. J'ai un exemple. Hier, j'accompagnais une structure sur la transformation de l'offre. Donc, on était dans une logique de participation avec des familles, des personnes accompagnées. Et c'est un projet qui a été lancé par l'ARS Île-de-France, avec un énorme cahier des charges, un kit très bien fait. Et on était sur la volonté de répondre aux besoins des personnes. Et les personnes qui étaient dans ce groupe de travail ont dit « c'est une volonté bureaucratique ». Donc on est dans quelque chose qui est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que la politique veut absolument s'appuyer sur les personnes pour faire bouger les choses, et les personnes, de leur place, disent mais finalement on ne comprend pas, le vocable est compliqué, voilà, donc on parle d'innovation sociale, tout est compliqué pour nous, et finalement ça ne nous parle pas tant que ça. Donc moi j'ai passé 3 quarts d'heure à réexpliquer les concepts en disant mais simplement ça veut dire quoi pour vous? Et ça, je pense que c'est vraiment important et dans la fonction de cadre, d'arriver aussi à transposer ce que demandent les politiques publiques pour que ce soit vraiment que les personnes, et les professionnels et les personnes accompagnées puissent l'intégrer dans leur propre quotidien. Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a une notion du risque derrière cette capacité à oser agir? On l'entend, cette prise de risque. Évidemment, parce qu'à partir du moment où on sort du cadre, qu'on propose un autre cadre, il y a toujours un petit moment où on est plus complètement dans le cadre, donc il faut en effet accepter cette prise de risque. À Landesi, on pense que la prise de risque est inhérente à un changement. Mais en même temps, et c'est là où c'est quelque chose qu'il faut vraiment mesurer, prendre des risques, c'est aussi mesurer ce qui peut se passer derrière, voilà. Et notre parti pris, qui a été prouvé, j'imagine, par beaucoup d'entre vous, ici ou sur les réseaux, il faut comprendre que si on prend ce risque et qu'on sort et qu'on va calculer ce que ça peut produire, on a moins de risques en définitive d'avoir un pépin. Et ça, c'est un peu à l'opposé du principe de précaution. On va proposer des choses, on va proposer des actions, on va regarder comment sortir du cadre et du coup, à l'extérieur de ce cadre, on va regarder quels sont les risques pris et en général, on arrive à un résultat qui est beaucoup moins risqué que le fait de chercher absolument à tout verrouiller. Est-ce que vous considérez, je pose aussi la question bien sûr à Juliette et à Mathilde, est-ce que vous considérez que la crise sanitaire a favorisé l'action aujourd'hui dans les structures de l'ESS? Est-ce que c'est durable aussi? Parce que c'est une vraie question. Quelle action on met en place dans ces moments de crise?
on a fait des analyses de pratique pour cadres en pleine sortie du premier confinement. Il y a eu tout un rapport qui est sorti après ces analyses de pratique. Ce qu'on en a sorti, pour être très synthétique, c'est que la crise avait été un amplificateur et un révélateur. Vous l'avez entendu partout, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, les organisations qui fonctionnaient bien ont été très innovantes, ont proposé des choses exceptionnelles. Encore une fois, sont beaucoup sorties du cadre. Ça, on a entendu beaucoup de professionnels, de cadres qui ont dit qu'ils ont pu faire des choses qui n'étaient même pas envisageables dans d'autres... Bouger les lignes. Voilà. Et ça a été aussi un révélateur des dysfonctionnements. C'est-à-dire que les associations, les organisations, pour être plus larges, qui avaient des problèmes de transfert d'informations, de fonctionnement, ont été à l'arrêt. Donc ça, c'est la crise, en fait, mais ça, c'est comme dans toute crise, la crise a été un point de départ à autre chose, pour ceux qui ont pu s'en saisir. Voilà. Mathilde, Juliette, même constat, est-ce que... C'était plutôt dire de l'extérieur, ce qui a été perçu, c'est qu'on a beaucoup encouragé l'ESS pendant les périodes de crise sanitaire. Ça a été génial, même dans la fonction publique. Alors, elles sont géniales, elles répondent, elles font avec souplesse. C'est incroyable ce qu'elles peuvent faire. Et c'est la vérité, elles l'ont fait avec peu de moyens parfois, mais elles y sont arrivées à répondre à des problématiques de précarité, je pense à celles qui sont dans l'action sociale. Et dans le même temps se pose la question aujourd'hui de l'après, c'est-à-dire qu'on a maintenu les subventions par le décret en 2020, voilà, on a gardé un certain nombre de financements, se pose la question maintenant, on sait qu'il va y avoir un retour de bâton, on sait qu'il va y avoir une politique d'austérité plus marquée et qui va se tourner vers l'ESS. Comment du coup ces associations qui ont été, ou ces structures au sens large qui ont été si porteuses d'innovation et qu'on a encensées à ce moment-là, même médiatiquement, qu'est-ce qu'on va faire d'elle demain? Et je pense qu'il y a une vraie question, la politique plutôt, dont il faut se saisir. Juliette Lucot? Oui, la crise sanitaire, elle a forcément fait bouger les lignes. C'était s'adapter en permanence et encore maintenant. Donc, ce qui n'était pas envisageable l'est devenu. Je peux prendre l'exemple du travail social à distance, de la visio, des permanences téléphoniques plus amplifiées. Et ça, les travailleurs sociaux prônaient le présentiel, le contact humain. Mais quand il a fallu s'adapter, il y a eu la question des addictions, gestion des addictions en plein confinement dans des structures collectives. Comment les travailleurs sociaux s'adaptent à ça? Est-ce qu'il faut gérer cette consommation? De quelle manière? Donc il y a des conflits à des moments de valeur, mais ça a été un accélérateur. Après, oui. Alors, est-ce que c'est un socle? C'est un accélérateur, c'est une chose, mais est-ce que c'est un socle sur lequel aujourd'hui les structures et l'ESS peuvent s'appuyer pour continuer à agir finalement et à innover? Je pense qu'il faut garder ces enseignements puisqu'on a pu aussi se rendre très performant très vite. Sur la question de l'urgence sociale, de beaucoup de personnes qui étaient, logées dans des hôtels avec pas de solution pour les besoins très primaires, se nourrir, laver son linge. Donc l'aller vers, l'itinérance a été des solutions à développer que l'on a pu faire valoir. Donc après, c'est tout le décalage. Oui, il y a eu des appels à projets de France Relance et autres. Mais la temporalité, aujourd'hui, on est retenu, mais on n'a pas encore les fonds pour créer ce qui a été nécessaire pendant la crise sanitaire. Donc il faut encore œuvrer et avoir... Alors il y a eu cette reconnaissance, cet appui, mais comment concrètement on accélère encore ces accompagnements? Oui, il faut encore œuvrer. Qu'est-ce que ça mobilise comme qualité? Je voudrais que vous nous parliez un peu de Viltaïs. Vous êtes une structure de l'ESS qui poursuit son développement, son implantation au cœur des territoires. Vous êtes créé en 1974, donc une belle expérience aujourd'hui avec ce foyer de jeunes travailleurs à Moulins. Il y a eu toute une évolution de l'association pour un développement autour de l'urgence sociale. Je fais rapidement l'histoire, mais la crise migratoire également a amené le volet asile, réfugiés, avec une présence aujourd'hui sur 17 départements. Vous avez lancé un projet qui est génial, qui s'appelle Viltaïs Racing. C'est une team moto finalement qui est engagée dans les championnats du monde d'endurance. Vous allez nous en parler peut-être plus en détail, mais qu'est-ce que ça mobilise d'énergie, de motivation aussi au sein d'une structure et peut-être en tant que dirigeante aussi, pour continuellement essayer de se remettre en question et de remettre même en question les services qu'on apporte à ces bénéficiaires?
Beaucoup d'énergie, oui, comme vous avez pu, de la motivation, de croire en ce que l'on fait, et parfois aussi la crise sanitaire peut questionner ce sens, mais la mise en œuvre des projets que l'on a pu faire sont de belles récompenses, justement dans cette question du sens de l'action, de l'impact de ce qu'on développe, et ce qui a été, nous, à la réflexion au départ, c'était comment travailler sur les notions d'estime de soi, de confiance en soi, au niveau des usagers que l'on accompagne, puisqu'on a beau créer des dispositifs, des services, mais si à un moment on n'a pas créé ce déclic et que la personne puisse croire en son potentiel, en sa capacité à agir, il sera difficile de l'orienter vers une formation ou vers un parcours. Donc pour nous, il fallait vraiment créer des outils permettant cette notion un petit peu abstraite, comment on travaille, comment on impulse cette confiance en soi. Donc très vite, et je souligne aussi effectivement, il y a cette impulsion du dirigeant, mais on s'appuie énormément sur les remontées aussi de nos travailleurs sociaux, de nos équipes, qui elles-mêmes sont au plus près de ces évolutions auxquelles il faut s'adapter, et aussi les usagers, puisque pour nous, c'est vraiment à chaque fois de pouvoir co-construire, de dire oui, on ressent qu'il y a ce besoin, mais comment on va l'adapter aussi, et donc de pouvoir créer ces instances et vraiment de partage, et en se disant oui, à un moment c'est abstrait, on comprend pas trop le principe, qu'est-ce qu'on attend et comment on peut prendre part à cette décision. Et on a créé aussi chaque année un petit peu une bourse au projet au niveau de nos équipes. Donc chaque année, une équipe peut proposer une nouvelle action et que l'association, sur fonds propres, va décider d'engager et de récompenser. Donc si on doit aller un petit peu dans le détail des projets, donc celui que vous avez listé qui prend appui donc sur un support d'insertion via le sport mécanique. Donc on est en pleine actualité puisque notre équipe est actuellement aux 24 heures du Bol d'Or, donc au Castellet, qui se dérouleront ce week-end. Je vais rejoindre après l'équipe et les jeunes qui sont associés. Donc on a créé cette action. Au départ, vraiment avec la volonté des jeunes sur le foyer de jeunes travailleurs, en disant sur quoi vous voulez vous investir, sur quoi vous voudriez vous engager. Donc différents thèmes sont ressortis. Un sur la culture, donc à travers la bande dessinée. Et donc depuis 20 ans, on crée un événement autour d'un festival de bande dessinée. Sur la moto, les 2 roues, donc ça c'était dans les années 2000. Et le projet a évolué jusqu'à aujourd'hui, donc œuvrer et être engagé donc en championnat du monde d'endurance, donc les 24 heures du Mans, les 24 heures du Bol d'Or, le Japon, la République tchèque, un peu des épreuves mondiales. Donc nos pilotes sont professionnels, mais tout le staff autour est composé à la fois donc de permanents et de personnes en parcours d'insertion de nos établissements, mais aussi de partenaires médico-sociaux et aussi pas seulement sur notre échelle de l'Allier, puisque le projet est né dans ce département, mais des partenaires de l'Isère ou d'autres départements nous ont envoyé des personnes pour vivre un petit peu cette aventure. Et concrètement, donc, les jeunes sont investis sur de la mécanique, sur du chronométrage, sur de la logistique, puisque les courses durent 8 heures, 12 heures, 24 heures. Et à travers ça, c'est alors pas forcément d'être fan de sport mécanique ou de moto, mais avoir l'envie de s'engager dans quelque chose de collectif, vivre une aventure humaine, avoir une place, être de l'autre côté de la barrière. C'est pas j'assiste à la course depuis les tribunes, je suis au cœur de l'équipe, j'ai mon rôle avec le chef de mécanicien, je vais être associé à la gestion des pneus. On va me faire confiance sur une épreuve réelle et concrète à fort degré d'exigence. Et c'est vraiment un accélérateur. Et quand vous revenez après dans la vie des établissements et pour les personnes qui sont venues sur ces circuits, les choses changent, le déclic se crée. Il y a une prise de conscience sur j'ai été capable, on m'a fait confiance, je suis passé à la télé parce que maintenant les épreuves aussi sont retransmises sur l'équipe 21 sur Eurosport. J'ai chanté la Marseillaise, j'ai vécu des émotions avec l'équipe, j'étais très fatiguée à 4 heures du matin, mais j'ai tenu bon, je suis allée au bout des 24 heures et on ne pensait pas qu'on était capable d'eux, mais on l'a fait, il y a une certaine fierté. Et avec ce capital confiance et fierté et valorisation, on peut vraiment après déplacer des montagnes. Et tout cela a démarré d'une simple question à vos bénéficiaires. Qu'est-ce que vous aimeriez faire finalement? Est-ce que c'est le cas aussi des salons Joséphine? Alors les salons Joséphine, vous pourrez aussi le découvrir dans l'expo. Donc c'est le principe d'avoir créé des instituts de beauté solidaires
Donc un véritable salon où on a recruté aussi dans nos métiers, dans nos équipes, des socio-esthéticiennes, des socio-coiffeuses. Et on a monté ce projet, donc pareil, avec cette étude de terrain et en disant à nos bénéficiaires, à nos usagers, de quoi vous auriez besoin dans votre quotidien. Donc on a répondu aux besoins de se loger, de se nourrir, mais idem, moi j'aimerais bien avoir du temps pour moi, avoir accès à un certain bien-être. Alors on évoque le problème financier, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi se dire, est-ce que je vais être capable de me regarder dans un miroir? Les périodes de rue, d'errance peuvent altérer l'image. Et on a besoin à un moment de se sentir en confiance, de ne se sentir pas forcément non jugé et de se permettre un accès à la beauté, alors qui peut être souvent considéré comme un luxe, et même auprès de nos financeurs, quand on a émis cette idée, ça graissait un petit peu des dents, les chambres consulaires, de la coiffure, de l'esthétique, nous allons piquer de la clientèle, donc il a fallu se battre et expliquer le pourquoi du comment, et si on veut être un peu aussi regarder les choses en face. Si une personne se présente en entretien d'embauche, si dans son apparence physique, il y a des choses qui ne vont pas, elle ne va pas forcément peut-être réussir à passer cet entretien. Donc comment on accompagne ces questions d'hygiène? On sait que dans nos établissements ou dans notre travail, c'est aussi des sujets très délicats. Par ce biais-là et par ce salon, on arrive aussi à déclencher des choses. Et donc les choses sont aussi cadrées, puisqu'il faut du cadre. Les personnes sont orientées par les professionnels du secteur de l'emploi, donc Pôle emploi, mission locale. Donc il y a une fiche d'orientation, une fiche de prescription, comme on appelle dans notre jargon. Et les personnes sont accompagnées sur un an. Et idem, on travaille sur cette image et ce booster. Et aujourd'hui, le salon est vraiment inscrit dans ce paysage de l'insertion professionnelle. Juliette Lucot, justement, vous parlez des financeurs. Je voudrais me tourner vers vous, Mathilde. Les financeurs, est-ce que ce sont des freins aujourd'hui? Comment faire pour que les cahiers des charges, notamment, qui sont imposés, la relation qu'on a avec eux, qui est toujours un peu complexe, comment faire pour que ce soit qu'elles servent l'action plus qu'autre chose? Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux rapidement de cette relation aux financeurs? Alors déjà, ce qu'on peut dire, ça dépend des niveaux en fait de financement. En tout cas, du côté financement public, on sait que le type de financement engage un type de relation. On parle même de régulation entre les structures de l'ESS et les financeurs. On sait que dans le cadre d'un marché public ou d'un appel à projet, on va être sur quelque chose qui est plutôt contraignant pour les structures, qui peut même être enfermant. On sait que ça a des effets sur la capacité justement à changer, à transformer des structures, parce qu'ils vont être finalement pris un petit peu en étau par les demandes des financeurs. Et puis ensuite, il y a la question du financement de fonctionnement, financement de projet, financement de l'identité même des structures. Il y a une volonté, alors qui date après d'une quinzaine d'années, des financeurs, même une vingtaine d'années, qui est de ne plus financer l'identité associative ou le fonctionnement des associations, mais bien de financer des projets, donc quelque chose là encore plus cadré. Or, dans les faits, on sait que les financeurs continuent de financer de l'identité associative parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, etc. Donc c'est sans doute un des modes de financement qui aujourd'hui permet aux structures, en tout cas, de continuer à innover. Alors après, ça dépend vraiment quand c'est mis en place et quel est le cahier des charges, vous en parliez. Et après, il y a toute la question de l'évaluation qui est très importante, qui se fait différemment. Je vais pas entrer dans les détails, mais en fonction des ministères, en fonction des collectivités. Mais dans la plupart des cas, on est sur du quantitatif, on est sur, ou alors on est sur des indicateurs qualitatifs parce qu'on demande aux structures de se démarquer. Justement, démarquez-vous, est-ce que vous innovez, vous faites quelque chose de nouveau finalement, et ça devient vraiment une logique de sélection, même au plus haut niveau de l'État. Et en fait, on peut venir questionner aussi cette question de sélectivité dans les projets. C'est une forme d'élitisme aussi dans ce qui est reconnu comme étant innovant. Et je pose la question ici, mais à quel titre un financeur peut décréter a priori ce qui est innovant ou pas? C'est-à-dire avant que ce soit testé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça est encadré, formuler un cahier des charges trop serré risque en fait cette question de l'élitisme et de la sélectivité sociale. On sait aujourd'hui dans un certain nombre d'études que par exemple dans le cas d'incubateurs qui sont même sous impulsion publique, etc. En fait on conditionne tellement, on oriente tellement en fait la recherche d'innovation
que finalement, on a par exemple que les mêmes parcours et les mêmes formations qui vont sortir dans les porteurs de projets. Alors j'ai fait Sciences Po, etc. J'ai fait une école de commerce, etc. Du coup, en fait, la diversité, on l'a plus. On peut aussi réfléchir en termes d'inclusion. L'inclusion, on l'a plus. Donc je pense que ça c'est très important et je pense qu'il y a une vraie relation pédagogique à entretenir avec les financeurs. Comment on apprend aux financeurs ce que je fais et comment j'innove. C'est-à-dire qu'on inverse un peu ce type de relation et on essaye effectivement de diversifier un peu ces... J'avais une autre idée, ça devait être sur l'évaluation, mais elle m'a glissé. La solution, c'est vraiment cette discussion, cette négociation finalement avec le financeur qu'il faut réussir à mettre en place pour les convaincre qu'on n'est pas toujours en train d'innover tous les jours, quoi. On a aussi dans nos structures des actions qu'on veut renouveler, qu'on veut relancer l'année d'après. C'est plus une innovation a priori, mais quand même. Valère Saussira, est-ce que sur ce sujet-là, quel est le message peut-être que vous transmettez aux dirigeants d'établissement? Alors déjà, on a évolué parce qu'aujourd'hui, on parle d'autorité de tarification. Avant, on parlait d'autorité de tutelle. Donc déjà, on a évolué. On les a un peu remises à leur place. Je crois que c'est important ce que vous disiez, c'est la question de la qualité argumentative. En effet, on ne peut pas prévoir l'innovation au début. Je pense que quand vous avez lancé vos projets, vous ne saviez pas que vous alliez être pris ce week-end. Donc forcément, les choses ne peuvent pas être décrétées au préalable. Et c'est là où il y a une vraie nécessité. Tout à l'heure, vous parlez de qualité. Quelles sont les qualités pour oser agir? Eh bien, il y a une vraie qualité argumentative, de porter un projet qui a du sens et de le défendre. Et alors, je crois que c'est vraiment important. Et c'est pour le coup, c'est vraiment dans les organisations, les dirigeants des organisations, c'est un peu ça leur travail. C'est-à-dire que on va aller chercher un projet qui a du sens, qui va être basé sur un besoin, le besoin d'une personne. Que voulez-vous faire ? Qu'on arrive à retranscrire avec des équipes qui sont engagées, qui disent « Ok, on y va, on est prêt à nous dépasser pour faire quelque chose qui a du sens. On ne sait pas où on va, mais on a une intuition, on pense que ça va être bien. » Et là, on arrive dans la strate des cadres et des dirigeants qui disent « Bon, on va organiser ça, il faut que ça passe, il faut qu'on trouve des financements, il faut qu'on réponde à des appels à projets. » Et là, il faut mettre de l'intelligence, il faut être futé. Et il faut être tenace. Voilà. Donc la ténacité et la qualité argumentative. Je me souviens d'un directeur général d'association qui disait toujours, moi quand j'arrive face à une autorité de tarification, en fait, le match est déjà joué. Il dit, je fais ça à l'oriental. En fait, j'ai pendant des mois et des mois, j'ai passé des coups de fil, par-ci, par-là. Et en fait, au moment de la négociation, des personnes sont déjà complètement retournées, qu'elles trouvent que mon projet est génial. Voilà. Donc, vraiment, c'est cette question d'avoir la finesse et la foi pour pouvoir lancer quelque chose qui a du sens et qui va pouvoir retourner un peu cette espèce on pourrait dire, de bureaucratie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, parmi les freins, de toute façon, les financements, il n'y en a que pour les start-up sociales aujourd'hui. Nous, on n'est jamais dans le bon cadre, on n'a jamais la bonne ligne sur les dossiers. On leur dit appelez-vous start-up sociale. Voilà, vous avez des projets, montrez que vous valez quelque chose. Soyez convaincus et soyez convaincants. On a beaucoup, nous on rencontre beaucoup d'associations qui s'auto-censurent et qui disent mais oui, mais on peut pas. Mais peut-être que vous avez beaucoup de contraintes, mais finalement, est-ce que vraiment vous avez envie de bouger les choses? Et s'il faut s'appeler start-up ou en tout cas avoir des modes de fonctionnement qui permettent à votre interlocuteur de croire que vous allez faire quelque chose, allons-y. On va vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur les financements, justement, sur cette, Mathilde, de votre expérience et de votre connaissance du monde associatif? Alors c'est plutôt en fait pour sortir des logiques un peu trop prégnantes comme ça sur les financements. Dans certaines recherches, on s'est rendu compte que la multiplication des financements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, c'est un véritable facteur d'innovation, justement, parce que la relation en fait est beaucoup moins forte et du coup beaucoup moins obligataire entre guillemets. Et c'est le cas par exemple sur je pense à une recherche d'un de mes collègues, Julien Talpin, qui a travaillé sur le community organizing
Organizing, donc sur une association qui s'appelle Community Coalition, qui est à Los Angeles, qui a été fondée en 1991 et qui est une association qui avait pour but de lutter contre en fait, le développement, ou plutôt la diffusion du crack dans certains quartiers de Los Angeles. Et l'idée en fait de cette association, c'est de dire je ne vais pas partir avec une seule fondation, je vais partir avec... Alors évidemment, on n'est pas sur les mêmes logiques de financement. Aux États-Unis, en France, nous on est majoritairement sur une logique de financement public. Aux États-Unis, on est majoritairement sur une logique de financement privé. Hein. Plus des 2/3 ne fonctionnent qu'avec des financements privés. Et ils se sont dit, je vais multiplier. Donc en fait, ils se sont fait financer par 10 fondations. Et en fait, ces 10 fondations, ça a permis qu'ils montent en puissance, qu'ils aient de plus en plus de pouvoir, entre guillemets, dans l'opinion publique, évidemment, dans le fonctionnement qui est celui du community organizing. Et du coup, en fait, maintenant, c'est eux qui ont le poids sur les fondations, puisqu'en fait, elles ne sont plus en situation de monopole. Et il y a un effet de jeu, c'est-à-dire je suis puissant en tant qu'organisation qui donne la voix à ceux qui, jusqu'à maintenant, n'en avaient pas. Et du coup, en fait, vous allez m'écouter dans cette relation et c'est moi qui formule le cahier des charges. Donc, on a un peu une forme d'inversion, en fait, de la logique comme ça du financeur financé. Voilà pour le financement. Il y a un autre frein, ce sont les équipes, le management. Ça peut être un frein à l'innovation et à l'action. Comment on peut faire émerger une dynamique collective pour favoriser l'innovation sociale? Je donnerai la parole à Juliette Lucot dans un instant pour qu'elle nous dise un peu comment ça s'est passé au sein de Viltaïs. Valère Saucira, comment on fait quand on est dirigeant, quand on est cadre, pour embarquer et les bénévoles, et les salariés, et les bénéficiaires, et les partenaires, et les financeurs, et son conseil d'administration. Ça fait beaucoup de monde. Quels conseils vous pourriez donner? Vous vous rendez compte que la question est quand même super dure, là. Oui. Parce que là, tout le monde attend C'est ça. la solution. Mais je sais que vous l'avez, c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Et ben justement, la solution, c'est que j'ai pas la solution. J'ai peut-être des intuitions. Je crois qu'il faut s'appuyer sur le collectif. C'est-à-dire comment on fédère. Il y a une phrase qu'on aime bien en Landésie, c'est chacun a sa place et de sa place. C'est-à-dire bien reconnaître la place des uns et des autres et de voir quelle est la partition que chacun peut jouer. Et comment, du coup, quand on reconnaît bien la place des uns et des autres, on arrive à fédérer autour d'un projet. Tout à l'heure, je trouvais que le projet de Madame Lucot était intéressant parce qu'il expliquait vraiment toutes les strates et je l'ai repris un petit peu derrière. Et on voit en fait que finalement, chacun va jouer quelque chose. Pour le management, c'est quoi? C'est d'arriver, c'est un peu la position du chef d'orchestre, c'est d'arriver à valoriser les bonnes personnes au bon moment pour que du coup elles se sentent reconnues, et on a tous besoin de reconnaissance, et que du coup elles continuent à être engagées dans le projet. Voilà. Il n'y a rien de pire dans un projet que la frustration. Donc c'est comment, en tant que cadre, en tant que dirigeant, on arrive à créer un collectif où chacun a une place qui lui revient et pour laquelle il est reconnu. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et après, c'est aussi comment on arrive à animer ça en étant dans une recherche, pas spécialement a priori de consensus, mais plutôt une recherche de conflictualité. C'est-à-dire, on cherche toujours, dans un débat, à mobiliser ce qui ne fait pas accord. A priori. Et on n'est pas dans le conflit, on peut être dans une tension argumentative qui permet du coup de faire bouger les choses. Et ça, c'est très important quand on veut bouger, quand on veut sortir du cadre. C'est-à-dire que si on met un certain nombre de personnes autour d'une table et qu'au bout de 2 minutes, tout le monde est à peu près d'accord et qu'il n'y a plus de sujet en fait, et donc on va se conformer à ce qu'on a fait, et voilà. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous disiez, il faut faire participer les partenaires, les familles, les personnes concernées, parce que du coup, un point de vue différent va créer de la conflictualité. Et comment vous créez, vous, Valère Saucira, comment vous créez cette conflictualité au sein de vos équipes concrètement? Alors, moi j'ai un souvenir, alors, je suis devenu directeur de Landésie il n'y a pas très longtemps, donc j'ai un souvenir de François Nomme, notre ancien directeur, qui était un peu un expert de la conflictualité. Et souvent dans un débat, nous on a notre copine, hein, à Landésie on essaie de promouvoir ce qu'on fait en interne, et donc la conflictualité est présente, on est une équipe de personnes très très différentes, et souvent ce qui se passait c'est qu'on n'était pas d'accord.
il écoutait, et à la fin, il faisait une synthèse en donnant toujours 2 choses. Alors, à chaque fois, il disait, mes collègues dans la salle, ça fait rire, il disait toujours, moi ça me dit 2 choses. Et en fait, c'était un moyen, je pense, de clore une certaine forme de débat, mais de le rouvrir derrière, tout en ayant laissé, à un moment donné, émerger un certain nombre d'idées différentes, et après d'arriver à les ramasser pour en proposer quelque chose, et une ouverture, et avancer sur le chemin. Très bien, la conflictualité, donc, maîtriser quand même. Hein. Là, on va vite, évidemment, on n'a pas 1 heure pour détailler là-dessus, mais je suppose qu'il faut éviter d'en arriver aux mains. Juliette Lucot, même question sur cette cohésion d'équipe, finalement, cet engagement multicanal. Je l'appelle un peu comme ça, c'est à la mode de parler de multicanal. Cet engagement multicanal, comment ça s'est passé au sein de Viltaïs? Parce qu'il y a ceux qui participent au Racing ou alors au Salon Joséphine qui en bénéficient. Et puis, il y a toutes les équipes autour. Comment vous œuvrez? Je crois qu'au démarrage aussi de chaque idée ou de chaque projet, par exemple sur le salon Joséphine, tout de suite, on a organisé pour rassurer aussi les financeurs et les associés dès le démarrage pour qu'ils aient aussi le sentiment d'être à l'origine de cette idée, de cette innovation, de les réunir aussi tout de suite à même l'embryon du projet. Il y a ce sentiment de faire équipe, d'être à nos côtés aussi et d'avoir moins ce côté ou des remarques qu'on peut avoir en disant vous venez juste nous voir pour le financier, pourquoi vous ne nous avez pas associés avant. Donc c'est de créer cette instance, ce comité de pilotage, ce comité technique qui va réunir les usagers, les financeurs, les partenaires et aussi les partenaires élargis, et de créer un peu cette force collective autour du projet où du coup après toute la mécanique de recherche de financement, la logique de prescription va être facilitée s'il y a cette étape. Il ne faut pas, je pense, réfléchir dans son coin tout de suite et dès le démarrage, il faut pouvoir associer tout le monde. Les équipes, bien sûr, les entraîner dans cette aventure collective, mais elles y ont été associées dès le départ et c'est aussi auprès d'elles que les idées ont pu naître, et puis d'avoir aussi cette instance chaque année, un petit peu de laboratoire d'idées, en prenant le temps, si vous vous posez, organisez ces temps un peu de recul. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on est encore performant dans notre action sociale? Est-ce qu'il ne faudrait pas modifier des choses? Est-ce que vous manquez de quelque chose? Qu'est-ce que les usagers vous font remonter? Et de pouvoir ajuster nos projets ou leur donner aussi des nouvelles dynamiques. Donc il y a toutes ces étapes, et puis je pense aussi dans nos structures on a ce qu'on appelle les fonctions support, on a les professionnels qui sont peut-être plus éloignés de ces cœurs de métier, mais elles ont aussi toute leur place à jouer dans ces projets. Donc là sur l'équipe des 24 heures du Mans, une de nos secrétaires comptables va venir, un de nos agents de maintenance aussi va venir pour vivre cette aventure. C'est un peu cette opération Vie ma vie, donc c'est de venir voir ce qui se passe, et qu'après elles se disent oui, mon rôle de comptable il est important, des fois je vois pas trop le lien avec ce qui se passe dans les structures, et là c'est de venir vivre. Alors au départ on lui a dit il faut que tu viennes, il faut que tu nous gères la partie comptable pendant l'épreuve, et après elle vient là et elle est aussi porte-parole auprès des équipes, et je pense qu'elle adhère, et qu'aujourd'hui je pense que l'ensemble de nos salariés, notre numéro de moto c'est à 333, ils vont avoir leur t-shirt, parce qu'on a des t-shirts, les goodies, ils vont être devant leur écran télé, ils vont nous soutenir. On a créé un peu cette vie d'équipe, et ça fédère en fait, et ça redonne vraiment le sens. La crise sanitaire, elle nous a vraiment appris ça, où à un moment où ça va pas, il faut se dire attends, pourquoi je fais ce métier, à quoi ça sert? Et quand notre collègue va voir aussi les résidents venir sur cette épreuve moto, revenir avec un sourire, parce qu'il y a des parcours de vie très difficiles, avoir échangé aussi avec le public, parce qu'elle sort aussi de sa logique de bureau, de chiffres. Et concrètement, quand j'enregistre une facture de tel établissement, je me rends compte de ce qui se passe derrière et à quoi ça sert. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Et d'être dans cette démarche positive, dans cette démarche de dire que des choses sont possibles. Donc oui, il faut sortir du cadre, oui, il faut remettre en question aussi, se remettre en question et agir différemment, mais on en tire tous un bénéfice au long terme. Mathilde Renaud-Tinacci, on arrive presque au bout de cette table ronde. Le temps file très vite. Je vous rappelle que vous pouvez garder des questions, une ou deux questions, on essaiera d'en prendre. Également, chez vous qui nous suivez, n'hésitez pas à laisser vos questions sur le chat. J'essaierai de les transmettre s'il y en a. Il y a beaucoup de sujets. Évidemment, on parle de la façon de laquelle on peut aujourd'hui se remettre en question pour agir, remettre en question son organisation aussi.
Comment font les associations? Quelles sont les solutions qu'elles trouvent? Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les structures de l'ESS accueillent des publics de plus en plus différents. Il y avait évidemment les usagers ou usageants, si aujourd'hui on préfère plutôt ce terme pour rappeler leur participation active. On a effectivement les bénévoles administrateurs, on a les salariés. Jusqu'à maintenant, c'était les publics des associations. Puis viennent se rajouter, de manière plus récente dans l'histoire de l'ESS, les volontaires en service civique. Viennent se rajouter les salariés volontaires en mécénat de compétences, qui sont des publics très divers, avec des cultures parfois divers, et se pose la question de l'intégration de ces différents publics. Donc j'aimais bien l'idée des espaces de coopération, moi j'appelle les coopérations conflictuelles. Ça, c'est une idée. Ça peut être avec les parties prenantes externes, seulement en interne, ça peut être une idée. Et puis ensuite, il y a une autre solution pour essayer de comprendre ces spécificités de groupe et les faire réfléchir ensemble, c'est repenser son mode d'organisation interne, qu'on appelle, on dit sa gouvernance. Il y a souvent un écueil dans le monde associatif, en tout cas aujourd'hui, c'est que les associations partent du fait qu'il y a un fonctionnement classique. On a une assemblée générale, un bureau, un CA, voilà, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne. Ça fait sourire Juliette Lucot, donc je pense qu'elle doit connaître aussi. Mais avec une croyance, et ça c'est quelque chose qu'on a partagé avec Chantal Bruno, qui était avant au Conseil à la vie associative, mais ça dure depuis des années, qui est de se dire, jusqu'à penser que c'est réglementaire, c'est-à-dire que c'est dans la loi de 1901, par exemple, de dire que les associations doivent se comporter comme ça en termes d'organisation, alors que pas du tout. Même l'AG n'est absolument pas obligatoire. Et du coup, en fait, ça ouvre la porte à comment on s'organise. Alors, il y a des associations qui innovent et qui portent en fait des façons nouvelles de s'organiser. Alors, il y a celles qui vont proposer des fonctionnements sociocratiques. On pourra revenir dessus, mais en gros qui fonctionne par cercle de décision, avec un cercle général, des cercles par commission, des responsabilités, des élections sans candidat, ça c'est une autre partie, hein, tout ça qui rénove un petit peu la démocratie interne et qui en plus peuvent aplanir les hiérarchies qui parfois sont trop fortes dans certaines structures, et puis mettre tout le monde autour de la table, salariés, bénévoles, volontaires en mécénat. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant, la question des rotations des responsabilités, notamment pour les bénévoles. Évidemment, c'est pas forcément le cas pour les salariés, mais d'ailleurs ça pourrait. Mais les bénévoles, notamment les administrateurs, tournent tous les 6 mois sur des fonctions différentes au sein de l'administration, ce qui évite la spécialisation des tâches et ce qui évite aussi de fossiliser des relations problématiques à un niveau interpersonnel. Voilà, ce qui est un peu une des grandes logiques et je trouve une des belles innovations démocratiques, si on peut l'appeler comme ça, au sein des associations. Très bien. Valère Saussira, est-ce que Andesi, je le disais tout à l'heure, est un centre de formation aussi? Est-ce que vous adaptez vos formations à toutes ces problématiques dont on vient de parler un peu? Il y en a d'autres évidemment. Est-ce que les formations d'Andesi, et dans quel sens justement? Alors évidemment, comme il est important de s'actualiser, de répondre aux besoins. Oui, on s'actualise. Il y a plein de sujets. Hein, la question de la formation à distance qui prend en compte de nouvelles formes d'apprentissage. Hein, c'est pas juste une nouvelle méthode pédagogique, c'est aussi une conception sociétale, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là où on avance pas mal à l'Andesi, c'est sur la question justement comment on arrive à transmettre aux cadres et aux professionnels cette évolution sociétale et entre autres autour de la question de la participation des personnes. Et ça, pour moi, c'est plutôt une innovation pédagogique, c'est de dire qu'on est en train de mettre en place des formations avec des formateurs pairs. La semaine prochaine, on monte un colloque sur les savoirs expérientiels avec des personnes qui ont développé ces savoirs expérientiels qui vont expliquer comment ils avancent. Donc vraiment, intégrer ça dans nos formations, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que de plus en plus, en fait, on a besoin de développer un certain nombre de compétences pour des projets spécifiques. Et donc, la logique de grosses formations, de masters assez lourdes, voilà, est en train d'évoluer. Et on va être plutôt dans une cartographie de petits modules qui permettront à chacun en fonction des besoins qu'il a identifiés, de développer des compétences. Ça va être sur le partenariat, ça va être sur le mécénat, la négociation, des petites choses qui permettent du coup de construire son propre parcours de développement de compétences en fonction des projets qui sont à l'œuvre dans son organisation.
Très bien. Je vois que quelques questions arrivent sur le chat. Est-ce que merci beaucoup Valère Saucirat pour cette présentation. 1 minute restante, me dit-on. Merci beaucoup. C'est parfait. On vous a même donné des panneaux. Vous les voyez pas, vous qui êtes chez vous, mais moi je les vois bien. Est-ce que vous avez des questions peut-être dans la salle? Levez la main si c'est le cas. J'ai une question qui ouvre un peu le sujet à la thématique générale de cette journée. Si je veux faire bouger les lignes, par quoi faut-il commencer? Est-ce que avoir du réseau, trouver des financements ou des partenaires? Qui veut répondre à cette question? Par quoi on commence? Peut-être Juliette Lucot, de votre expérience. Si je veux faire bouger les lignes, pas uniquement agir, me mettre en mouvement. Réunir ses équipes, structurer un petit peu son projet et après réunir les partenaires techniques, financiers et autres, et après les choses découleront. Mais pour moi, réunir au départ ses équipes et après... La définition d'une stratégie claire de direction, Valère Saucirat, ça aussi, ça fait partie des outils indispensables selon vous? Oui, il me paraît important d'avoir un projet, de définir un projet à l'échelle de sa délégation. Ça, c'est important, directeur de territoire, directeur de pôle, directeur d'établissement ou directrice. C'est important d'avoir un projet, de savoir où on va et avec qui on va et quelle est la place des uns et des autres. Donc c'est ça, c'est pouvoir rassembler autour de soi en ayant une vision. Pas être trop long, parce qu'il ne reste plus que 30 secondes. C'est ça, je pense qu'il doit y avoir 30 secondes. Pour un projet comme la Team Moto de Villetaïs, quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la mise en place? C'était en 2000, je crois, que vous avez démarré. Alors au départ de la mise en place, c'était effectivement peut-être une fois l'idée définie, trouver les fonds. Puisque c'est aussi une réalité. Donc là, il a fallu effectivement, alors on a plus le réflexe de se pencher vers les fonds publics, mais ça a été aussi de peut-être mener cette innovation de recherche de fonds privés, de mécénat, et de créer autour de notre structure un petit peu un écosystème aussi des entreprises qui pourraient être partenaires au niveau financier, mais aussi dans notre projet global mené au sein de Villetaïs, et donc dans cette mission un petit peu d'intégration professionnelle et de projet. Et puis d'être rusé, astucieux. Donc c'est de dire aujourd'hui, en tant que structure, on pèse un poids économique, on a des fournisseurs, on se développe. Donc notre assureur, on va le voir, on lui dit, vous voyez, voilà, notre flotte de véhicules, notre flotte d'assurance, ça représente tant. Nous, on vous propose de soutenir, si vous voulez travailler avec nous, de soutenir aussi nos projets, parce que c'est important que vous puissiez vous impliquer dans ça, et à quelle hauteur vous seriez prêt de nous accompagner. Donc petit à petit, ça a été aussi cette dynamique qui a été créée, et au-delà de ça, puisqu'on a aussi beaucoup d'étudiants que l'on accueille dans nos structures, en alternance ou autres, qui peuvent être dans des filières d'études liées aux assurances. Donc notre assureur, comment vous pourriez aussi faciliter, accueillir en stage, accueillir en alternance des personnes que l'on accompagne. Donc c'est d'agir un peu sur tous ces leviers, d'aller aussi enrichir ses connaissances sur le mécénat, sur l'argumentaire. Vous pouvez défiscaliser, vous pouvez faire ci, les fonds associatifs. Donc d'aller dans cette logique, et parfois au local, les financeurs privés peuvent être aussi un véritable appui, et parfois plus simple que le financeur public, où vous allez passer beaucoup de temps à justifier quelle que soit la somme, soit 1 000 ou 10 000 euros, et qui peut être un peu contraignante. Voilà pour la réponse. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? J'ai pas vu. Oui, alors on va vous apporter le micro. Est-ce que le micro, vous savez, il est en haut, c'est ça? Il doit être... Voilà, il est ici, on va vous l'apporter de manière à ce que vous puissiez... Est-ce qu'il y aura une autre question rapidement avant que... Juste monsieur devant, voilà. A priori, non, je ne vois pas de main se lever. Très bien. Allez-y, vous pouvez parler. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton pour vous. Bonjour, mon prénom est Eric. 2 questions. Une à l'attention de Valère. Quelle est la notion de savoir-être dans le savoir-faire que vous mettez? Donc vous mettez en évidence toutes les compétences en horizontal, et le savoir-être, vous n'en parlez pas beaucoup. D'autre part, par l'attention de Juliette. Quel est le salon Joséphine? Est-ce que ça a trait avec Napoléon? Un petit peu d'humour, pourquoi pas. Merci beaucoup. Peut-être Valère répond. Bien répondre à la question de Juliette. Bon, alors c'est assez vaste comme question. Oui, c'est assez vaste. C'est vrai que oser agir, c'est aussi une question de savoir-être. C'est-à-dire, c'est aussi un mouvement personnel que chacun doit se donner. Oui, et puis alors, c'est une vision personnelle. Je crois que tout le monde n'est pas fait pour ça.
On n'a pas que des gens qui sont courageux, qui ont envie de bouger les choses. On a aussi des gens qui sont là pour l'intendance, pour assurer que ça se passe bien. Donc le savoir-être, on pourrait dire dans ce cadre-là, ça va être justement d'avoir des prédispositions personnelles de comportement, de psychologie, pour accepter d'aller un peu au front, quoi. Voilà, ça. Après, sur la manière dont on l'enseigne, je pense que justement, c'est quelque chose qui s'enseigne pas. C'est quelque chose qui les gens viennent. On force jamais quelqu'un à prendre une décision et à porter un projet. C'est lui qui vient à nous, qui porte son projet tout seul. Juliette, vous vouliez répondre peut-être à la deuxième question, bien sûr. Non, pas forcément de lien avec Napoléon, peut-être avec Oser Joséphine, mais en tout cas, les salons Joséphine sont nés d'une idée. Alors, il y a 3 salons Joséphine en France, donc un à Paris, un à Moulins et un à Clermont-Ferrand, portés par des structures différentes, mais on adhère au même réseau. Et au départ, donc, c'était l'association Joséphine, créée par Lucia Irachi, qui est donc coiffeuse professionnelle et qui était plutôt dans le monde de la mode et du luxe, et qui a voulu créer, aussi, et mettre à disposition son savoir-faire auprès de publics plutôt en fragilité et vulnérables. Et sa sœur s'appelait Joséphine, et elle est décédée d'une maladie. En hommage à sa sœur, elle a créé les salons Joséphine. Mais le Oser Joséphine nous plaît bien. Ça vous va comme réponse. C'est ainsi que s'achève cette table ronde. Je regarde s'il y a encore des mains qui se lèvent, mais a priori non. Ah, bien sûr, Olivier. Attendez, on va vous apporter le micro pour que ou alors, venez prendre un micro sur scène. Venez, Olivier, venez, je vous en prie. Je voulais savoir, en fait, sur un projet comme les championnats d'enduro, si vous aviez eu du mal à trouver des financements, en fait, parce que c'est super ambitieux et je ne doute pas du résultat de tous les gens qui viennent participer à cette aventure assez incroyable, en fait. Mais on parlait d'ambition. Vous avez eu une sacrée ambition pour trouver les financements sur une initiative qui, somme toute, on peut opposer à ce projet qui va y avoir peu de monde qui va passer. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver les financements et trouver l'inspiration surtout pour aller le demander? Pour rassurer, les financements, 90% de financement privé, Viltaïs. Donc l'atelier fonctionne toute l'année. Donc notre chef mécanicien accueille tout au long de l'année des personnes, et justement c'est un peu l'apothéose de venir, on va dire, sur les circuits. Donc sur chaque compétition, on est à peu près 40 personnes. Il y a aussi des essais, donc on est rythmé à peu près par une dizaine de déplacements entre les essais et les compétitions. Et à chaque fois, on est à peu près sur 25 personnes en insertion qui viennent sur ces dispositifs en plus de l'année. Donc on a une cible, on va dire, d'une centaine de personnes à l'année qui transitent par ce projet. Alors oui, il faut aller avec son bâton de pèlerin, persuader, faire découvrir aussi ce sport. Et en fait, l'endurance permet cette aventure collective, et c'est de l'impact que ça suscite. Alors on a eu la chance d'avoir aussi un documentaire pour France 2 et le titre a été repris dans l'exposition, qui dit que l'insertion est un sport d'endurance, et qui a montré un peu cette version grand public, et à travers tout ça et à travers ces compétitions, quels sont les enjeux qui se créent. Et donc pour les entreprises qui nous accompagnent, c'est vraiment d'être aussi sur quelque chose de nouveau. Souvent, elles sont sollicitées par les clubs de foot, par les clubs de rugby. Donc c'est d'aller aussi sur une autre discipline qui va aussi nécessiter beaucoup d'engagement, et qui va être un peu un moment exceptionnel créé pour les personnes qui vont venir. Donc il y a cette sensibilité-là. Il y a, des fois, vous avez la bonne étoile que le chef d'entreprise, il va être passionné de sport mécanique, donc ça va aussi lui parler. J'ai l'impression que c'est quand même plus engageant, j'allais dire excitant, mais pour une entreprise de s'associer à un projet comme ça, plutôt qu'au salon d'esthétique Joséphine, non? Quel est votre regard, justement? Parce que c'est peut-être sur le projet des salons où il faut aller convaincre. À chaque projet, en fait, je pense qu'il y a toujours cet entre-deux de dire, vous allez sur un circuit moto, vous n'êtes pas un concessionnaire moto, vous n'êtes pas du milieu là, vous êtes une structure sociale. Dans le social, pourquoi vous faites de la moto? Donc il y a toujours un peu ce côté atypique.
mais on a la chance aussi d'avoir eu donc un label de la Fédération française de moto, de sport par insertion. On a aussi une reconnaissance de la ministre des Sports sur les meilleures initiatives d'insertion par le sport. Donc il y a cette notion qui est portée, mais dans le milieu du sport, le sport motocycliste reste un petit peu à la marge et souvent on va nous opposer, effectivement, vous feriez du vélo, vous feriez du foot, vous toucheriez une cible plus importante. Mais on va vraiment œuvrer sur tout ce qui va se jouer à travers ce support, la notion d'engagement, la notion de responsabilité et tout ça qui va être transposable aussi dans un parcours d'insertion. Et toutes nos entreprises partenaires aujourd'hui ont soit accueilli en stage, en alternance ou en emploi des jeunes aussi qui sont passés et sur un CV, ça booste aussi. Et aujourd'hui, ce projet, il a une reconnaissance et c'est un peu la carte de dire « Ah tiens, tu fais partie de ça ». Et ben oui, c'est que derrière, il y a une notion de valeur, une notion d'engagement. L'impact social est pris en compte, est enfin pris en compte, on a peut-être envie de dire. On arrive vraiment au terme, en un mot si c'est possible Mathilde, je vous laisse la parole parce que vous l'avez demandé, mais un mot si... En fait, c'est plutôt pour réagir, parce que en fait, les projets qui marchent bien, c'est finalement ceux qui ont été associés au public, aux bénéficiaires. Et je voudrais reprendre juste le mot du community organizing, c'est ce qui ne se fait pas avec nous, se fait contre nous. Et je pense que la base de l'innovation sociale, c'est d'aller avec ceux qui sont concernés en fait par les actions et de construire avec eux. Et pour pas retomber comme un petit trait assez drôle sur des études qui ont été faites, sur des études qui ont été faites sur l'innovation sociale au Bangladesh et en Inde, où en fait on s'est rendu compte que la proposition d'innovation sociale n'était pas du tout en accord avec les publics, où on proposait du e-service, e-service médical, et qu'en fait les populations n'étaient absolument pas intéressées, et donc du coup on avait des personnes qui essayaient avec leur vélo de convaincre qu'il fallait absolument faire du e-service médical, et les populations ne comprenaient pas. Avant, ils avaient des travailleurs sociaux, c'était gratuit et ça fonctionnait. Alors pourquoi faire de l'innovation sociale dans ce cas-là? Voilà. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus témoigner. J'aurais juste terminé pour signaler la sortie d'un livre qui pourrait vous intéresser. Le 20 novembre, c'est ça, Valère, les modèles socio-économiques associatifs. Non, c'est Mathilde qui m'en a parlé juste avant de monter sur scène. Les modèles socio-économiques associatifs. J'ai confondu, je ne sais pas pourquoi. Sorti le 20 novembre, hein, c'est ça ? Très bien, donc vous pourrez vous renseigner. Je pense que ça pourra vous apporter également des réponses. Je laisse la parole à Anthony qui va venir prendre le relais parce que je sais que vous avez encore de beaux témoignages à entendre. On peut applaudir bien sûr nos trois intervenants.